Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours dans lequel on va parler du partage des capteurs propres en intégration globale. Alors, à l'examen, dans le processus de consultation de l'examen, le partage des capteurs propres intervient en dernière étape et il va de pair avec le chapitre sur le traitement des écarts d'évaluation et des écarts d'acquisition. Si vous n'avez pas vu le cours lié à ce même chapitre, je vous invite à aller le regarder, j'en ai fait une vidéo. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est l'étape sur le partage d'équipes de propres et plus particulièrement le partage d'équipes de propres lorsqu'on est en intégration globale. On verra aussi bien le cas d'un périmètre simple, c'est-à-dire que lorsque la société mère, elle a une participation directe dans la société, euh, dans la filiale, qu'une participation indirecte, c'est-à-dire lorsque la société mère a une participation directe et une participation également indirecte via une autre filiale qu'elle contrôle. Donc, c'est parti. Alors, oui, le partage des capitaux propres, il est aussi lié au cumul des comptes. Donc, je rappelle, le cumul des comptes, il dépend de la méthode de consolidation qu'on a retenue. En intégration globale, le cumul des comptes des filiales est à 100%. En intégration proportionnelle, cumul des comptes à hauteur du pourcentage intérieur de la filiale. Et en mise en équivalence, il n'y a pas de cumul de comptes. Bon, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est qu'en intégration globale, on a un cumul des comptes des filiales à 100%. C'est-à-dire que l'actif d'une filiale et le passif d'une filiale, ils vont remonter à 100% dans dans les comptes consolidés. Il est essentiel de bien comprendre la méthode de consolidation avant de procéder au partage des capitaux propres. C'est pour ça que je vous fais un petit rappel sur la méthode de consolidation de l'intégration globale. Donc, en intégration globale, la première étape, ça va être d'intégrer 100% des éléments des comptes, hors capitaux propres, de la filiale dans le bilan et le compte de résultat consolidé. Ainsi, peu importe le pourcentage d'intérêt que la société mère a euh, dans la filiale, les éléments des comptes seront intégrés à 100%, même si la filiale n'est pas détenue à 100%. Dans un second temps, il va falloir éliminer à l'actif de la société mère les titres de participation. Et enfin, il va falloir répartir les capitaux propres de la filiale entre ce qui revient au groupe et ce qui revient au minoritaire. Minoritaire qu'on va également appeler participation ne donnant pas le contrôle. Donc pourquoi dans notre cas on a des participations ne donnant pas le contrôle? Car comme les éléments de l'actif ont été intégrés à 100%, dans ces 100%, il y a une part qui revient au groupe pour le pourcentage d'intérêt et une part qui revient au minoritaire. Pour bien comprendre la méthode de consolidation de l'intégration globale, je vous propose de faire un exemple. Donc ici, on a un groupe qui est constitué d'une société mère M et d'une entité consolidée F. M a un contrôle sur F, elle détient 70% des titres. Donc comme on est en situation de contrôle, la société F sera bien intégrée globalement. Ici, je vous ai mis deux bilans, donc le bilan de la société mère M et le bilan de la filiale F. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment les comptes de la filiale vont remonter et vont s'intégrer au bilan consolidé. Donc, première étape, on va venir intégrer 100% des éléments des comptes, hors capitaux propres et hors titre de participation, dans le bilan et dans le compte de résultat consolidé. Donc, au final, au bilan consolidé, on aura alors des actifs immobilisés pour 1200 plus 90. Les 90 qu'on a ici vont venir s'ajouter à l'actif immobilisé ici. Pareil pour l'actif circulant, 120 qu'on a ici vont venir s'ajouter aux 150 ici. Et pareil pour les dettes. Donc au final, actif circulant de 70 et dettes pour 330. Maintenant, deuxième étape, on va venir éliminer les titres de participation à l'actif de la société mère. Donc les titres de participation dans F au bilan de la société mère M, ils vont venir s'annuler et ils vont venir s'éliminer, on les aura pour 0 au final. Et dernière étape, c'est l'étape du partage des capitaux propres. Donc, on va venir partager les capitaux propres entre ce qui revient au groupe, la part du groupe, et ce qui revient au minoritaire, la partie
minoritaire qu'on peut également appeler participation ne donnant pas le contrôle. Ce partage s'effectue en fonction du pourcentage d'intérêt du groupe dans la filiale et du pourcentage d'intérêt du groupe dans la filiale. Donc, c'est ici qu'on va voir le partage des capitaux propres. Donc, on vient bien distinguer la part groupe et la part minoritaire, car comme les comptes ils ont été intégrés à 100%, il faut bien distinguer la part qui revient au groupe, donc les capitaux propres qui seront mis au bilan consolidé dans les capitaux propres, qui vont venir augmenter nos capitaux propres, et les capitaux propres des intérêts minoritaires qu'on va venir mettre au passif du bilan consolidé. Donc ici, le capital de la société F, il était de 100 au total. Réserve F, elle était de 50 et le résultat consolidé était de 10. Je peux vous remettre le bilan. Ici, vous voyez bien 50, 10 et 100 pour le capital. Donc, je vais venir reprendre ces mêmes écritures. Ensuite, ça va se scinder en fonction du pourcentage d'intérêt. Donc, les 100, il y a 70 qui revient au groupe et 30 qui revient en participation ne donnant pas le contrôle. Pour les réserves, sur les 50, il y a 35 qui revient au groupe et 15 qui revient en participation ne donnant pas le contrôle aux minoritaires. Ensuite, je viens éliminer les titres de participation de F pour 50 et ça me donne ce que je dois avoir en réserve consolidée. Donc, les réserves consolidées, c'est la part du groupe dans le capital plus la part des réserves, la part du groupe dans les réserves, moins les titres de participation. Ici, les titres de participation, on les élimine en totalité. Donc au final, en réserve consolidée, j'aurai des réserves consolidées pour 55. Mon résultat, le résultat de la société F qui était de 10, il va se scinder entre la part du groupe et la part des minoritaires. Donc ici, on aura 7 et 3. Au final, les capitaux propres qui reviennent aux minoritaires seront de 48. 30 plus 15 plus 3. 48. Donc, si je passe mon écriture, je vais venir éliminer le capital de la société F, je vais venir éliminer les réserves de F, le résultat de F et les titres de participation de F. J'élimine tout en totalité. En totalité, sachant surtout, enfin, y compris les capitaux propres, sachant que les comptes ont été cumulés à 100%. Donc il faut bien éliminer tout à 100%. Mes réserves consolidées, à l'aide de mon tableau, je vois bien qu'elles sont pour 55, donc je dois les indiquer dans mon écriture pour 55. Je les constate pour 55. Mon résultat consolidé pour la part du groupe, il est de 7. Et ensuite, je vais intégrer, je viens ajouter avec le compte participation ne donnant pas le contrôle ou intérêt minoritaire, 48. Il y en a qui séparent dans leur écriture les intérêts minoritaires au bilan, donc 30 plus 15, 45, et les intérêts minoritaires au résultat, 3. Ici, j'ai choisi de les mettre en une seule écriture. Voici le bilan consolidé que j'aurai après avoir fait l'intégration globale. Donc, mes réserves consolidées, elles ont augmenté pour 55. Mon résultat, il a augmenté pour 7. Et je viens mettre en participation ne donnant pas le contrôle 48, donc dans un compte de passif. Il y a plusieurs points sur lesquels il faut être vigilant à l'examen. Le premier point, ça va être que les capitaux propres à la date d'acquisition de la société, ça permet de calculer la juste valeur de la société. Donc la juste valeur qui va nous servir pour l'écart d'acquisition, pour calculer le goodwill. Et les capitaux propres à la clôture de l'exercice en cours, ça va nous permettre de faire le partage des capitaux propres. Donc, ce que vous avez vu précédemment, ce que j'ai mis dans le tableau, pardon. Hop. Si je reprends le tableau, ce que j'ai mis dans le tableau de partage des capitaux propres, 150, 10, c'était les capitaux propres à la clôture de l'exercice. Il faut être vigilant puisque à l'examen,
Il y a beaucoup d'étudiants qui font la confusion entre les deux. Si je vous prends le sujet d'examen de l'année dernière, par exemple, voilà, on vous met les deux côte à côte. Les capitaux propres à la date d'acquisition et à la clôture des comptes étaient les suivants. Donc, au 1er janvier 2019, c'est la date d'acquisition, je dois l'utiliser pour calculer la juste valeur, tandis qu'au 31/12/2023, là, c'est la clôture de l'exercice en cours, je dois l'utiliser pour faire le partage des capitaux propres. Donc, et deuxième point où il faut être vigilant, c'est que dans les capitaux propres à partager, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'impact sur la réserve, sur le résultat des écarts d'évaluation, et également de prendre en compte l'impact sur les titres de participation de l'écart d'acquisition, étant donné qu'il y a eu un goodwill ou un badwill. Je vous propose de faire un exemple où on va pouvoir voir la dernière particularité. Donc, pour l'exemple, on a la société FETA qui est consolidée par intégration globale dans le groupe M. Pourcentage d'intérêt de M dans FETA, c'est 80%. On est en référentiel IFRS et on utilisera le goodwill partiel. On a la société FETA qui a été acquise le 1er janvier N-3 et les capitaux propres au 1er janvier N-3 étaient de 400 000 euros. Donc, capitaux propres, date d'acquisition, ça va nous servir pour le calcul de la juste valeur. À cette date, il existait des plus-values. Un actif amortissable bâtiment a une durée d'utilisation résiduelle de 10 ans. Donc, je n'oublierai pas de prendre en compte les amortissements sur l'écart d'évaluation. Capitaux propres de FETA au 31/12/N, donc à la clôture de l'exercice, ces mêmes capitaux propres vont nous servir pour le partage des capitaux propres. Première question. Comptabiliser les écarts d'évaluation dans le journal de consolidation du groupe N. Très bien. Donc, j'ai un bâtiment sur lequel j'ai un écart d'évaluation pour 100 000, un terrain sur lequel j'ai un écart d'évaluation de 10 000. Donc, j'ai un écart d'évaluation total de 110 000 avant impôt différé. Fiscalité différée, dans ce cas, j'aurai un IDP car je suis plus riche pour 27 500. J'aurai donc un écart d'évaluation net d'impôt différé de 82 500. Je peux commencer à enregistrer mes écritures. Donc, bâtiment 100 000, terrain il augmente pour 10 000, IDP, et l'écart d'évaluation net d'impôt différé, je le mets dans les réserves de FETA. Réserve que je surligne en jaune, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ensuite, il ne faut pas oublier de comptabiliser les amortissements sur l'écart d'évaluation des IMO amortissables. Donc dans notre cas, le bâtiment. Donc complément d'amortissement de 30 000 à l'ouverture. Pourquoi? Parce que, comme le dit l'énoncé, on a un écart d'évaluation de 100 000 au total. Et durée d'utilisation résiduelle au 1er janvier N-3 de 10 ans. Donc, à l'ouverture de l'exercice N, j'ai 3 exercices qui sont passés. N-3, N-2 et N-1. Ainsi, je fais un amortissement sur 3 ans. 100 000 multiplié par 3 sur 10, ça me donne 30 000. Là, l'exercice, au cours de N, j'ai eu des amortissements pour 10 000. Donc, à la clôture, j'aurai des amortissements supplémentaires sur les cas d'évaluation pour 40 000. Ici, j'aurai un IDA, car je suis moins riche puisque j'ai plus d'amortissement. Donc plus de passifs, moins riche. Mes réserves FETA, elles vont diminuer et mon résultat FETA, il va également diminuer. J'aurai une charge d'IS en moins, donc au crédit, car j'ai une dotation d'amortissement, donc une charge en plus. Donc les écritures, c'est les suivantes. Les réserves FETA, je continue de les surligner en jaune, comme je l'avais fait lors de l'écart d'évaluation. Et résultat FETA, je le surligne en orange. Ensuite, je comptabilise le goodwill. Donc, le coût d'acquisition des titres, si je reprends l'énoncé, il est bien de 700 000 euros. Et la quote-part de la juste valeur de la société, c'est 80% fois la juste valeur de la société que j'ai trouvée ici. La juste valeur, c'est l'écart d'évaluation net d'impôt différé, plus les capitaux propres, attention, 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 à la date d'acquisition.
Donc, au 1er janvier N-3 pour 400 000 euros. Ça me donne une juste valeur de 482 500. Donc, la quote-part de juste valeur, ce sera 80%, le pourcentage d'intérêt, fois la juste valeur, 482 500 euros. J'obtiens, en faisant la soustraction entre les deux, un goodwill pour 314 000 euros. Donc, j'enregistre mon goodwill en contrepartie de mes titres de participation que je vais venir surligner en rouge. Maintenant, dernière question. Présenter le tableau de partage des captes propres et enregistrer au journal de consolidation l'écriture correspondante au 31/12N. Donc, dans un premier temps, c'est quoi les captes propres de Theta? Donc, quel capite propre je dois prendre? Je dois bien prendre les captes propres à la clôture de l'exercice N, donc au 31/12N. Donc, c'est cela. Cependant, comme je l'ai rappelé, il faut bien tenir compte de l'impact sur les réserves, sur les résultats, des écarts d'évaluation et sur les titres de participation de l'écart d'acquisition. En effet, ici, j'ai mes réserves θ qui ont augmenté. Là, elles ont diminué. Mon résultat, il a diminué également. Mes titres de participation, ils ont diminué également. Donc, je dois reprendre les captes propres que j'avais à la clôture, mais je dois les ajuster en fonction des écritures que j'ai eues avec l'écart d'évaluation et l'écart d'acquisition. Donc, mes réserves θ, elles étaient de 200 000. Là, je vais faire 200 000 plus 82 500, moins 22 500. Ça fera 260 000 euros. Mon résultat θ, il était de 50 000. Je vais le diminuer pour 7 500. Ça me donnera 42 500 en résultat θ que je devrais mettre dans mon tableau de partage des captes propres. Mes titres de participation θ étaient de 700 000. Or, j'ai eu un goodwill qui a provoqué une diminution de mes titres de 314 000 euros. Une écriture où j'ai diminué mes titres. Voilà. Donc, mes titres de participation θ, je vais les éliminer pour 386 000 euros. Donc, le tableau, il se présente comme ceci. Le capital, il vient se répartir entre la part du groupe et la participation ne donnant pas le contrôle. Pareil pour les réserves. Et pareil pour le résultat. Lorsque je fais le capital pour la part du groupe, plus les réserves pour la part du groupe, moins les titres de participation qui sont dans le groupe, j'obtiens les réserves consolidées. Les écritures que j'ai mis en jaune, c'est ce que je vais venir éliminer. Tout ça, je vais venir l'éliminer. Les écritures en bleu, c'est ce que je vais venir ajouter dans mon bilan consolidé. Donc ici, mes réserves consolidées, elles augmentent pour 222 000 euros. Mon résultat consolidé, il augmente pour 34 000 euros. Et la participation ne donnant pas le contrôle que je vais venir mettre au passif du bilan consolidé, elle augmente pour 160 500 euros. C'est la part des captes propres que possèdent les minoritaires. Dans le cas qu'on vient de voir, on était dans un périmètre simple. C'est-à-dire que la société mère, elle avait une participation directe dans la filiale. Or, que se passe-t-il lorsque nous sommes dans un périmètre complexe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, un périmètre complexe, je rappelle, c'est lorsque la participation entre la société mère et la filiale est tout ou en partie indirecte. Dans l'exemple ci-dessous, on peut voir que la participation entre la société mère et la filiale est en partie indirecte, car la société mère a une participation liée à la participation de X dans A. Donc, ici, elle est en partie indirecte. On va voir que le partage des capitaux propres dans un périmètre complexe est très légèrement différent que dans un périmètre simple. Il y a quelque chose. Enfin, voilà. Donc, je prends un exemple. Ici, les deux filiales elles sont intégrées globalement. Filiale 1 et filiale 2, F1 et F2 sont intégrées globalement, car la société mère elle a également le contrôle de la société F2 par le biais de F1. D'accord? Ici, elle a un pourcentage de contrôle de 65%. Les comptes de F2 sont remontés à 100% dans les comptes consolidés. D'accord? Mais là où il faut faire attention, c'est sur l'élimination des titres de participation. Ici, les titres de participation de F2 qui sont dans F1, ils sont remontés à 100%. Or, ils devraient
remonter à 70% pour la part du groupe et à 30% pour les participations ne donnant pas le contrôle. Et c'est là où on va voir une légère différence au niveau du tableau de partage des capitaux propres. Donc, je vous propose de faire un sujet d'examen, le sujet DSCG 2019, pour ces deux questions. Donc, ici, on a la société Recouvre Pro qui détient la société Cash Cash. Ok, elle a 1050 titres sur 1500. Et on a également la société Subcréance qui est détenue par Cash Cash et également par Recouvre Pro. Ici, il y a le bilan de la SARL Subcréance qui va nous être utile pour le partage des capitaux propres. Je rappelle que le partage des capitaux propres doit s'effectuer avec les capitaux propres à la clôture de l'exercice. À l'aide de l'annexe 2.1, présenter le périmètre de consolidation. Donc ça, c'est toujours la première question à l'examen. Dans notre cas, on a la société Cash Cash qui est détenue à 70%. Donc on est bien dans une situation de contrôle, contrôle intégration globale, et pourcentage d'intérêt 70%. Pourquoi 70%? Car on a 1050, car Recouvre Pro à 1050 titres sur 1500. Pour Subcréance, le pourcentage de contrôle, ici on aura une participation directe et une participation indirecte via le contrôle de cash-cash. Donc, Recouvre Pro à 75 sur 1500 titres, donc ça donne 55% détenus directement par la société mère Recouvre Pro, et cash-cash à 900 sur 1500 titres, donc ça nous donne 60%. Au total, on aura un pourcentage de contrôle de 65%. Pour le pourcentage d'intérêt, je vais venir multiplier les 70% que j'ai ici par 60%. 70% multiplié par 60%, ça me donne 42%. 42% plus 5%, ça me donne 47% au niveau du pourcentage d'intérêt. Ce pourcentage d'intérêt va m'être utile pour déterminer le partage des capitaux propres. Je rappelle que le partage des capitaux propres s'effectue en fonction du pourcentage d'intérêt. La deuxième question, ça va être de répartir, de procéder au partage des capitaux propres de la filiale Subcréance. Ici, on n'avait pas d'écriture d'écart d'évaluation ou d'écart d'acquisition, donc nos réserves de Subcréance et notre résultat de Subcréance restent le même que j'ai au bilan de la société. Donc 15 000 et 8 000. Et j'ai un capital pour 150 000. Donc, je viens répartir ce capital et ces réserves entre la part groupe et la part des minoritaires. Je vais venir annuler les titres de participation de Subcréance chez Recouvre Pro. Ici, je les annule pour 7 500. Enfin, je vais venir également annuler les titres de Subcréance chez Cash Cash pour 90 000 euros. Par contre, je fais attention, pour calculer mes réserves consolidées, je viens diminuer la part qui revient au groupe pour 63 000 et diminuer la part qui revient aux minoritaires pour 27 000. En effet, les titres de participation sont censés remonter à 70% chez Recouvre Pro et à 30% chez les minoritaires. Donc, 90 000 fois 70%, 63 000 et 90 000 fois 30%, 27 000. Il faut bien faire attention et pas se tromper et pas prendre le pourcentage d'intérêt que j'ai ici. Et là où il faut faire attention également, c'est qu'on élimine les titres de participation de Subcréance au sein de la société Cash Cash pour leur totalité dans notre écriture, tout simplement parce que la société Cash Cash est bien intégrée globalement. Donc, tous les actifs et tous les passifs sont remontés à 100%. D'accord? Donc, la part du groupe dans le capital plus la part du groupe dans les réserves, moins les titres de participation chez Recouvre Pro, participation
direct moins les titres de participation chez Suppréance, de Suppréance chez Cash. Participation indirecte. Je viens les éliminer pour 63 000 ici. Ça me donne mes réserves consolidées. Mon résultat consolidé, là, ça ne change pas que je sois en périmètre simple ou en périmètre complexe. Il vient bien se distribuer sur la part groupe pour 3 760 à hauteur de 47%. Mes participations ne donnant pas le contrôle, c'est la somme du pourcentage d'intérêt dans les capitaux propres, des minoritaires, moins les titres de participation de suppléance chez Cash qui doivent remonter chez les minoritaires. Donc, ici, j'avais des titres de participation chez Cash pour 90 000 euros. Hein, si je reprends bien le premier annexe, 90 000 euros. Ces 90 000 euros, comme j'ai dit précédemment, ils remontent à hauteur de 27 000 euros chez les minoritaires. Donc, je dois bien les éliminer à 27 000 euros dans la participation ne donnant pas le contrôle. Par conséquent, les écritures que je mets en jaune, c'est tout ce que j'annule. Donc, les deux propres, ça annule bien au débit. 150 000, 15 000, 8 000. Les titres de participation, je les élimine aussi. Pour 7 500, ici. Et pour 90 000, ici. Attention à ne pas les éliminer pour 63 000. Ils sont bien remontés à 100% étant donné que Cash est intégré globalement. Donc, tous les actifs et tous les passifs remontent. Et je viens passer mes écritures. Les réserves consolidées, elles augmentent pour 7 050. Mon résultat consolidé, il augmente pour 3 760. Et ma participation ne donne pas le contrôle, que je viens mettre à l'actif du bilan consolidé, va également augmenter pour 64 690. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes à qui ça pourrait servir. Je vous invite à me rejoindre sur la page LinkedIn. Si vous avez des questions ou des recommandations pour des vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.